Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur la chaîne YouTube de Steve, 513v3, et il vous en remercie. Tu les remercies, Steve? Oui, vraiment, du fond du cœur, vraiment. Bon, très bien. Vous êtes également de plus en plus nombreux à lire le blog numetopia.fr et à faire des retours au Tux masqué, n'est-ce pas, le Tux? Oui, tout à fait. Merci. Très bien. Eh ben oui, merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges en français dans le texte, s'il vous plaît. Et dans ce numéro, on retrouvera évidemment le billet de Steve. Je crois qu'il t'est arrivé une galère, mon pauvre. Tu nous en parleras dans quelques instants. Retour sur l'actualité, la météo sécurité. On fera une petite conclusion sur vos retours, tout ça. On vous remercie. Et d'ailleurs, on remercie également Enrique de Wellbeat Music pour le générique. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0 internationale, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. J'ai encore 40 secondes pour vous dire que vous pouvez discuter avec nous sur le salon Matrix Librement Linux Podcast. Vous aurez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute à tous. Et nous sommes le dimanche 28 avril 2024 et il est 20h20 et 26 secondes. Oh là là, magnifique, on a failli faire un 20-20-20. Pile poil. J'espère que vous allez bien, les gars, très bien. Ça va? Ouais. Oui. Ouais, ça aurait pu être l'heure du vatage. Oui, ça aurait pu. Enregistrement un peu spécial de ce numéro Librement Linux, vous entendrez la qualité de ma voix un petit peu modifiée. C'est normal, je me suis mis en mobilité, je suis pas dans les conditions habituelles d'enregistrement, mais j'étais tellement content et j'avais hâte d'enregistrer avec mes potes que j'ai pas voulu louper ce moment et je me suis mis en mode, mobilité. J'appelle ça mobilité. Donc, mais bon, on va essayer de faire quand même cet enregistrement. Et ben, on va tout de suite enchaîner sur le billet de Steve. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Et aujourd'hui, Steve, tu vas nous parler de techno? Non, c'est de la musique, c'est ça? Ah non, la menace techno. Ouais. Comment ça va les loulous? J'espère que vous allez plutôt bien ou bien? Bien. Ouais, c'est pas la question. Ça va, bien. Oui, je m'en doutais un peu. Bon, allez, je vais quand même pas non plus vous faire l'introduction classique que je fais chaque semaine du style « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'était difficile de trouver un sujet pour animer le billet d'humeur de la semaine !» Mais non, parce que en fait, en vérité, le billet d'humeur, il est venu à moi comme il aurait pu vous arriver à vous tous, chers auditeurs. En fait, voilà, je voulais vous parler de ce genre d'incident qu'on pourrait tous rencontrer avec l'administration ou le service après-vente ou que sais-je encore, ou à une échelle un peu plus évidente. Vous savez, le petit lien que vous rencontrez là en bas de page d'internet que j'ai susnommé, contactez-nous. Ouais. Je parle bien de l'absence totale d'intervention. En fait, là, je me répète, mais je parle bien de l'absence totale de l'intervention humaine dans la série d'incidents que nous pourrions rencontrer en cliquant dessus, en fait. Bon, en gros, je vous explique rapidement, vite fait, comme ça. La semaine passée, je vous parlais de ce fossé qui avait créé cette mise en place de la technologie supposée nous interconnecter et qui, finalement, et là je précise entre guillemets, c'est en mon sens, bien sûr, ça a fait tout l'inverse, en virtualisant la plupart d'entre nous en une version fantasmée de notre moi profond. Alors, je précise, cette analyse n'est pas à appliquer à l'entière population connectée, bien sûr, parce que bon, on peut tout aussi bien être un trou du cul dans la vie vraie et aussi un pire trou du cul aussi derrière un clavier, bien sûr. Sauf que bon, parfois, il faudrait quand même que j'aille vérifier si l'inverse peut se faire aussi. Enfin, ça, je sais pas. Plus difficile. Voilà, c'est plus difficile. Mais bon, là, je parle bien sûr d'une minorité d'utilisateurs, je vous rassure. Bon. Et dans cette continuité, eh bien, imaginez. Si au lieu d'interagir entre êtres humains derrière notre clavier, nous communiquions avec un autre type d'interlocuteur. Imaginez que vous pourriez exposer votre problème à une intelligence artificielle.
Ah merde, je crois que ça existe déjà en fait. Bon sang, on est déjà demain. Oui. Enfin, vous voulez dire que là, on est en train de soumettre notre expertise à une machine capable d'analyser, d'interpréter et de fournir une réponse à notre quête. Donc si on peut lui dire que c'est de la merde ce qu'elle nous fournit, on peut. Voilà, il faut pas se gêner. Ben voilà, mais c'est génial. C'est carrément de la bombe, non ? Franchement, parce que alors, en vérité, l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle, de l'Internet, de tous ces petits appareils connectés, du transit de ces méga données, je ne sais qui d'ailleurs, et d'autres technologies dont on ne soupçonne pas encore tout à fait l'existence, avec un peu plus de recul, est-ce que ce serait pas un peu alarmiste quand même de paralléliser cette espèce de montée en puissance à celle d'une puissante arme dotée de forces de frappe inimaginables et de ses implications potentiellement catastrophiques ? Non ? Enfin, je vous pose la question comme ça. Arrête, tu vas nous faire flipper avec ton histoire de prophétie de Médée. Oui, non, en fait, pas de panique. Je précise quand même. J'imagine fort bien qu'on a laissé le soin quand même de soumettre tout cela à une réflexion approfondie sur des implications éthiques et sociales. Rassurez-moi, on a bien fait ça quand même. Et qu'il y a bel et bien quelques élus qui œuvrent pour le bien de la population, de la planète, avant que ces technologies ne deviennent incontrôlables. Rassurez-moi, on a bien fait ça quand même. Enfin, dites-moi. Parce que, bon, en fait, en vérité, on est quand même des êtres humains, donc on est intelligents, on n'est pas dupes non plus. Nous ne sommes pas si dépendants aux logiciels, aux algorithmes qui peuvent nous rendre la vie plus facile. Donc, franchement, je suis tranquille, aucun risque que cela n'engendre une perte de contrôle ou une confusion quant à la prise de décision. Enfin voilà. Et puis, on le sait bien, l'individu est tout de même capable de distinguer leurs propres actions et celles influencées par des systèmes automatisés. Après tout, on a le contrôle de la compréhension totale sur les technologies émergentes. Non ? Rassurez-moi. Bon, ok, je vais essayer d'aller un peu plus loin alors. Et puis, on le sait, grâce à nos compétences et le jugement humain, on va certainement pas prendre le risque de déléguer de plus en plus de responsabilités au système automatisé. Quand même, franchement. Enfin, attention quand même, on va pas se méprendre non plus. Là, ici, je fais mention d'un impact négatif potentiel, et j'insiste bel et bien sur le mot potentiel, de la technologie sur la société. Alors, je vous propose d'ailleurs une petite interaction de votre part, cher poditeur. Alors, postez autant d'émoticônes avec le petit smiley en commentaire sur chacune des plateformes où vous écouterez ce podcast, là où vous avez le sentiment de rencontrer ou que vous puissiez éventuellement reconnaître les éléments suivants. Alors, je vous donne un exemple. L'autisme social. Je fais référence à la préférence accordée aux écrans plutôt qu'aux interactions humaines. Alors moi, je vous avoue, là, j'ai déjà mis un like. Donc, sur le coup... Combien de sites te renvoient sur le portail client-service, service client pour soumettre ton problème, au lieu d'avoir quelqu'un au téléphone. Exactement, donc on est déjà mal barré. Alors, l'indépendance... Le téléphone, il te renvoie vers le téléphone. vers le site, oui, c'est pas vers faux. le site, ouais. Allez, un autre exemple, la dépendance à la technologie, c'est-à-dire les appareils mobiles qui sont comparés aux cigarettes, soulignant la dépendance croissante. Alors, bien évidemment, si vous n'êtes pas fan de la cigarette, comparez ça plutôt à du chocolat, de l'alcool ou même des sucreries, et pourquoi pas au sexe aussi, pour certains, ça peut être aussi une dépendance. Là, sur le coup, là, je viens de mettre des likes aussi, je vous avoue. Un autre exemple, par exemple, l'obésité numérique, c'est-à-dire l'ingestion involontaire de masse d'informations, de médias et de données menant à la dépendance ou à la difficulté à trouver un équilibre. L'infobésité, comme on dit. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, je suis carrément dans une... là, je vais arrêter de scroller littéralement. Ou je peux parler aussi... Ça dépend de ta source. Si c'est Facebook ou TikTok, oui, on peut se poser des questions, il va falloir arrêter, en effet. Ouais, on est d'accord. Mais justement, je parlais de ça, en fait. La féodalité numérique, c'est-à-dire l'émergence de gagnants monopolistiques dans le domaine technologique. Et non, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, mais c'est le chat le Tux d'ailleurs. Pardon. C'est pour ça qu'on n'entendait pas. C'est toi qui l'avais, d'accord. Bon, rends-le maintenant. Ouais, reprends ton chat, nom de Dieu. Donc, je disais donc féodalité numérique. Non, franchement, je vois pas de quoi vous parlez. Donc, j'ai liké. Non. Le traitement des individus comme des données, la tendance à avoir les personnes comme étant des sources de données plutôt que des individus. Je vois pas de quoi tu parles, bien sûr. Je vois pas. Non, pas du tout. Je sais pas. Le développement de l'ego numérique. Ah bah tiens. L'externalisation de la pensée, c'est-à-dire la dépendance
croissante à des appareils pour nos réflexions, nos décisions et nos souvenirs. Oui. Non. Il faut que ce soit Google qui t'envoie un rappel en disant rappelez-vous ce que vous avez fait il y a un an. Exactement, Ouais. voilà. Donc en fait, voilà, dans cet exercice, bien évidemment, en vérité, il y avait plus d'une dizaine de points qui étaient initiés par, l'éminent Haiming Ron, qui est un écrivain et un orateur qui nous permettait ainsi de nous identifier par rapport à justement cette liste. Alors, pour éviter naturellement de plonger dans la déprime numérique, j'ai juste relevé une petite poignée de facteurs déterminants. Et n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, je suis sûr et certain que vous avez de quoi peut-être vous reconnaître, finalement. Mais bon, pas d'inquiétude non plus, ce n'est pas comme si, il y avait une urgence à une réflexion approfondie ou une régularisation appropriée. Non, franchement, tranquille, on est à l'aise. Je veux dire que cette évolution, elle est bien loin de nous rendre vulnérables à la manipulation et à l'influence de ceux qui maîtrisent ces technologies. Non, franchement, ok, on n'y coupera pas, la technologie est de plus en plus présente dans notre quotidien, je vous l'accorde, nous isolant davantage en nous éloignant des interactions humaines authentiques. Ok, je vais essayer de le formuler un peu autrement, ce que je viens de dire, puisque je suis sûr et certain que ça devient un tout petit peu complexe et même dans mon cerveau, ça a un peu du mal à percuter. Alors ma question est la suivante, est-ce que ces technologies actuelles, qui semblent presque illimitées, remplissent-elles les objectifs nécessaires pour promouvoir le bonheur et le bien-être humain à l'échelle mondiale ? Tu as une réponse ? Vous avez la réponse, et moi aussi d'ailleurs. Moi, la réponse, mon sentiment, c'est que non, 100%, et ça ne remplira jamais 100% des objectifs, mais si ça peut répondre déjà à 80% des objectifs, généralement, ce que se disent les dirigeants ou ceux qui décident, ils disent, les 20%, ce sera du traitement au cas par cas. Mais comment ça va être traité, ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Et je termine vite fait. Il ne reste... Alors, je vais être d'accord avec vous pour le restant, bien sûr. Les machines sont rapides, les machines sont efficaces, elles sont rentables au détriment naturellement de la valeur humaine. L'automatisation est bien moins onéreuse que la main-d'œuvre humaine. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que lente est bien moins efficace par rapport aux machines. Ok. Alors, très sincèrement, j'ai passé mon temps à faire cet article par rapport à une mésaventure qui m'est arrivée vendredi soir jusque ce samedi matin. Et donc finalement, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc j'ai passé mon après-midi entier à déchiffrer des articles comme par exemple ceux de Richard Watson, qui est un conférencier écrivain qui a écrit Digital versus Humans, ou de Gerd Leonhard, qui est un conférencier auteur allemand qui est spécialisé dans le débat entre l'humanité et la technologie. Alors juste pour vous, cher auditeur, et à vrai dire, après avoir brisé maintes fois l'alarme incendie qui de toute évidence avait déjà été déclenchée bien avant moi, ou je allumais les gyrophares, et d'ailleurs bien évidemment à chaque fois qu'on les allume il y a toujours quelqu'un qui vient les éteindre derrière nous. Cher poditeur, c'est avec vous que j'aimerais bien clôturer ce petit billet d'humeur. Alors d'après vous, à côté de quoi nous sommes passés, et surtout comment serions-nous supposés vivre... Pardon, je vais recommencer ma phrase parce que je vais avoir du mal aujourd'hui. Comment serions-nous supposés vivre en adéquation avec cette technologie ? Point d'interrogation. La balle est à vous. Voilà. Vous avez 2 heures. Voilà. Mais rappelle-toi que l'usager ou le client est au cœur de nos préoccupations. Nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos attentes. Bien sûr. Avec cette petite musique qui, en fin de compte, est libre de droit. D'ailleurs, je crois que c'est la seule chose qu'ils ont de libre de droit. C'est la musique d'attente qu'il y a dans les... Ou les 4 saisons de Vivaldi, voilà. Ouais, c'est ça, quoi, tu vois. Ouais, voilà, quoi. Mais bon, voilà. C'était vraiment... En fait, ma petite mésaventure s'est tombée dans l'administration et fatalement, j'ai le parcours du combattant pour essayer de trouver, en fait, compte un interlocuteur humain, compatissant. Un samedi matin. Ouais, c'est ça. T'habites pas en France, toi. J'ai eu la chance de tomber sur une administration qui était peut-être à moitié opérationnelle le samedi matin. Mais voilà. Parce qu'en France, même les IA, elles travaillent pas le samedi. Nous vous invitons à renouveler votre appel dès lundi de 10h. C'est ça. Nos bureaux sont ouverts le lundi de 10h à midi, de 14h à 16h, le mardi de 11h à 12h30, de 13h30 à 15h, le mercredi, nous sommes fermés. Et si vous téléphonez 5 minutes avant 10h, désolé, c'est la pause clope, donc on n'y sera pas. C'est ça. Ouais, je vois bien c'est quoi. Quand t'arrives à passer cette barrière, vous êtes dans la file d'attente. Votre temps d'attente est estimé à plus de 30 minutes. Ça, ouais. Et au bout de 10 minutes, nous sommes désolés, nous n'avons pas pu répondre à votre appel. Oui. Nous vous invitons à renouveler votre appel ou à vous connecter sur le site internet.
Voilà. Attention, chers interlocuteurs, nous ne sommes pas responsables du forfait téléphonique que vous venez d'épuiser. Ah oui, parce qu'on parle pas de la facturation qui est associée derrière, évidemment. Carrément, quoi. Cet appel vers ce service est entièrement gratuit, sauf si c'est pas compris dans votre forfait. Auquel s'ajoute le coopérateur qu'on ne connaît pas, évidemment. À vous de le savoir. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, depuis quelques années, la sécurité sociale a un numéro de téléphone gratuit. Avant, quand on appelait le numéro de téléphone, on était c'était un appel surtaxé. Maintenant, il est gratuit. Sauf que, en fait, les gens, comme il y a plus de guichet et tout ça, ils appelaient ce numéro de téléphone et ils se trouvaient surchargés, ce numéro de téléphone. Donc, depuis le 1er janvier, en France, quand on appelle le numéro de téléphone gratuit, en fait, on se fait raccrocher au nez directement. Il n'y a pas de message, rien. C'est de rappeler. Non, c'est ça décroche, ça raccroche. Deuxième, on réessaye, ça raccroche. Troisième, ça raccroche. Quatrième, ça raccroche. Cinquième, ça raccroche. Faut insister au moins une dizaine de fois pour que enfin on tombe sur le disque. En fait, c'est une volonté clairement affichée par la CPM, la Caisse d'assurance maladie, qui est d'inciter comme ça les gens à aller sur leur site web plutôt que de passer par le standard téléphonique. Et ça a été assumé. Le directeur, il avait été interviewé sur le sujet en disant oui, c'est comme ça qu'on fait, comme ça, parce qu'on a trop d'appels dessus, on n'arrive pas à les gérer. Donc, les gens, quand ils se feront raccrocher au nez 5 fois de suite, ils vont aller sur le site. Ah, d'accord. Ok. Donc au lieu de dire clairement les choses, en fait, ils mettent en avant peut-être un souci technique. Et j'y reviendrai dans quelques instants sur le souci technique. Ils mettent plutôt en avant un souci technique en disant la plateforme raccroche. Vous avez essayé notre site internet, voilà, sans se mettre en porte-à-faux, en sachant qu'ils ont fait exprès de mettre en défaut l'appel téléphonique. En fait. C'est ça. Alors, vous imaginez qu'en plus de ça, ce sont par exemple des gens qui ressemblent plutôt à la communauté, enfin en tout cas les gens toxiques de la communauté Arch Linux, qui se terminent toujours par RFM, Read the fucking manual, quoi. En fait, t'imagines le truc, ça veut dire qu'en fait, toi, petit client lambda qui voudrait avoir de l'aide, read the fucking manual, quoi. Mais c'est ça, et ce qui est encore plus marrant, c'est quand c'est ce genre de personnages qui en effet te font la morale parce que tu leur demandes quelque chose sous Linux ou sous une application, ils disent lis le manuel, ils ont pas tort, quelque part, ils ont vraiment pas tort, parce que généralement la réponse est dans le manuel, quand il existe évidemment. Mais eux, par contre, ils n'arriveront pas à appliquer toutes les arcanes de l'administration publique, et ce seront les premiers à se mettre en rôle, en disant c'est trop compliqué, machin, mais par contre, faut surtout pas. Bon, ça c'était je digresse. Le manuel, quand il existe, moi j'irais même quand il est traduit, parce que la plupart des manuels ils sont en anglais, et je pense qu'en Belgique c'est un peu comme en France, on n'est pas bilingue. Si vous êtes bilingue avec le flamand, peut-être, pour certains. Oui, quand on le veut bien, quand on en a envie aussi. Il y a une réticence d'ailleurs, Steve, il y a une réticence en Belgique également pour tout ce qui est en anglais. Non, pas en anglais, non, pas du tout. Je veux dire, que ce soit le néerlandophone, il y a absolument aucune réticence avec l'anglais, et le francophone n'aura absolument aucune réticence avec l'anglais non plus. Mais par contre, le francophone et le flamand auront des réticences l'un pour l'autre. C'est un truc de fou, quoi. C'est politique, concrètement. Je crois que c'est c'est géopolitique, c'est tout ce que tu veux, c'est linguistique, c'est c'est tout, quoi. Voilà. Et on imagine les Bretons, les Basques, mais c'est un peu ça. Les Allemands d'Alsace et tout ça qui ne parlent pas français, c'est rigolo quand même. C'est un truc de dingue. Bon, après, il faut dire que nous, on parle pas non plus ni flamand, ni basque, ni autre langue. Déjà, on a du mal à parler français. C'est ça. Voilà. Premier sur la liste, évidemment. Ouais, punaise. C'est de dingue. Et en parlant de bugs, et je pensais que tu allais aussi évoquer ça, mais tu l'évoques à demi-mot. Combien de fois, quand tu as un interlocuteur au téléphone et que en effet, ils n'arrivent pas à faire ce que tu leur demandes. Ah oui, il y a un bug dans le programme. Oui, et on le corrige comment ? Je sais pas. C'est ça, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est pas redondant de dire qu'il y a un bug dans le programme.
Ah mais carrément. Parce C'est qu'un peut-être programme, que- c'est forcément buggé. C'est une Oui, porte de alors, sortie, en fait. c'est surtout que le bug, généralement, c'est une faute de frappe. J'appelle pas ça un bug. Ouais. J'appelle un problème Le entre la bug, dans chaise et ce le cas-là, clavier. c'est un humain, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, quoi. Carrément. Donc c'est pas C'est tout un à fait truc un de bug, dingue. mais bon. Oui, des fois c'est assez marrant. Les gens s'imaginent pas qu'ils ont affaire à des faux informaticiens en face, et des fois ouais, ils essayent de te faire passer des trous de souris. Alors je préfère pas rentrer dans le débat et dire oui, vous avez raison. Par contre, on le corrige comment? Alors attendez, il faut que je fasse une demande pour faire un changement. Ah non, je peux pas. Il faut que vous éditiez le formulaire F320 pour faire une demande C'est de ça. correction. D'accord. C'est ça, exactement. Non, Donc, mais bientôt, on aura des solutions à tout ça. Il y aura plus de bugs parce que l'intelligence artificielle le fera pour nous. ouais, Des bugs, ouais, faire des ouais. bugs, oui, Ah. oui. Non, faire des programmes sans bug. Ouais, bien sûr. Après, s'il y a un bug, c'est pas le programme qui est buggé, c'est nous. Ben là, en l'occurrence, quand il y a des bugs, c'est simplement oui un problème de saisie, c'est pas le bug applicatif en lui-même. Ok, ben merci pour ce billet, Steve. N'hésitez pas à Bah, réagir. je vous en prie. Voilà. Oui, mais surtout n'hésitez pas. C'est à vous de réagir, les loulous. Voilà, dans les commentaires de cet épisode ou directement sur le salon Matrix de Librement Linux. Et on va enchaîner tout de suite sur l'actualité. Librement Linux. À vous, Cognac, l'actualité. Et aujourd'hui, on va revenir sur 3 actualités. On va parler d'IA, tiens, ça faisait longtemps, de Bitcoin, oh, ça faisait longtemps. Bon, je crois qu'on en a jamais parlé dans Librement Linux. Et on va également parler de messagerie Matrix. Voilà, des thèmes qui nous sont chers. Pour commencer, on va parler d'IA et notamment d'Albert. Vous connaissez cette musique? C'est celle-ci. Est-ce que vous la connaissez? Toi qui n'en peux plus, qui bye, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Et ben là, il va devenir de plus en plus gros parce que Albert, c'est l'IA souveraine pour l'administration française. N'est-ce pas le Tux? Oui. Alors bon, je vais pas vous parler d'Albert en soi, parce que je pense que vous avez entendu cette semaine sur toutes les chaînes d'information, au JTTF1, France 2, M6, Enco, tout le monde en a parlé, puisque c'est Gabriel Attal qui nous a annoncé la création la mise à disposition d'une IA souveraine pour faciliter les démarches administratives. Alors non, c'est pas elle qui va remplacer les humains. Hein. Les humains, ils seront toujours là. Par contre, ça va décharger les humains de certaines tâches administratives en les faisant de manière automatique et intelligente, puisque c'est une IA qui fait ça. Une IA, c'est plus intelligent que les humains. Alors moi... ça me fait déjà, premier constat, c'est que en termes de nom, on n'est pas, il y aura peut-être pu trouver mieux. Mais bon, faut dire que c'est un peu sur le même modèle, parce que entre ChatGPT, Garp, je sais plus les autres noms, mais tout ça, on n'a pas des noms très originaux quand même pour nommer ces IA. Si on reprenait dans l'univers fictif, Cortana, c'est quand même un peu plus sexy comme nom, non? Ah Vous pensez pas? Cortana. Ça vient pas d'ailleurs d'un jeu, Cortana? Enfin, il y a une branche, il y a un Cortana dans un jeu, c'est dans quel jeu déjà? Bah, c'est dans Halo. Cortana, oui, c'est l'intelligence artificielle de Halo qui accompagne le personnage principal, celui qu'on joue, qui va le guider, qui va l'aider, et voilà. Elle est très intelligente. Tu le mesures comment, Steve, ça? Bah, en tout cas, voilà. Déjà, premier constat, c'est qu'en termes d'originalité, on a trouvé un super nom, Albert, mais bon, c'est au modèle des noms qu'on a trouvés, parce que ChatGPT, franchement, c'est pas super beau non plus. Oui, ChatGPT, oui, c'est un nom technico-technique, on va dire, ouais. Voilà. Bon. Après, deuxième chose, alors bon, cette intelligence artificielle française, ce qui est plutôt pas mal, se base sur une intelligence open source modèle social qui s'appelle Mistral 7B de Mistral AI. Exactement, Hermès. Non, faut pas confondre avec c'est comment Plus belle la vie, oui, c'est ça. Ah oui, il y avait aussi Mistral gagnant de Renault, reprise par Louvain. Il y avait ça, ouais, c'est ça. Non, ça Cœur des aussi. Pirates, je crois, je sais plus. Enfin, une des deux. Donc, elle est basée sur un modèle open source. Elle est disponible sur les dépôts agents publics pour ceux qui sont intéressés de voir un peu comment ça se construit. Et derrière, donc, elle va pas remplacer les humains qu'on croise devant nous, mais elle va remplacer les tâches que font les humains quand ils sont derrière leur bureau, quoi. Grosso modo, c'est un peu ça. Remplacer ou assister?
De ce que j'ai compris, elle va. Alors, le discours officiel d'une Premier ministre, c'est parce que l'intelligence permettra de dégager encore davantage de temps de nos agents publics pour des procédures administratives qu'ils n'auront plus à réaliser dans la même ampleur et qu'ils auront davantage de temps à consacrer aux relations humaines avec les usagers. Ça me fait peur. À l'IA, les tâches rébarbatives, aux agents publics, le lien avec les citoyens. Ça, c'est le discours du Premier ministre. Ouais. Alors, Ça me ce fait qui me peur. fait rigoler, Parce que moi, quand j'avais donné à CPT, bon, il y a peut-être 6 mois, il s'est peut-être amélioré, mais quand je lui donnais une liste d'adresses IP séparées par des points-virgules, et quand je lui demandais le nombre, qu'il n'était pas capable de me sortir le nombre d'adresses IP qu'il y avait dans cette liste, il se plantait à peu près de 5 ou 10, une valeur de 5 ou 10, je crois qu'il y en avait 63 et il me sortait 58, un truc comme ça, ça me fait peur, parce que, j'ai envie de dire, des tâches simples comme ça, s'il se plante, qui va contrôler l'IA, c'est ça en fait, là. voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'IA, elle est déjà utilisée. Elle est déjà utilisée au niveau de l'administration fiscale pour la lutte contre la fraude. Oui, Donc, après, oui. Ouais, c'est ça. Fait de l'ingénierie sociale pour aller rechercher sur les différents réseaux et tout ça, les infos, pour savoir quels sont les potentiels fraudeurs. Après, c'est récupéré par des humains qui vont analyser un peu plus en profondeur, mais aujourd'hui, elle est déjà utilisée au niveau de l'administration fiscale. C'est ça, quand tu déclares un revenu de 20 000 euros et que sur les réseaux sociaux, tu t'affiches avec ta Porsche Cayenne, il y a un petit souci. C'est ça, voilà. Alors après, cette IA souveraine avait aussi un outil pour faciliter la vie aux employés des points France Service. Vous savez, ces points France Service qui ont remplacé toutes les administrations, les guichets dans les administrations. Et elle va leur servir parce que les employés France Service, ils sont un peu comme nous. Ils n'ont pas plus d'accès, des outils qui leur permettent d'accéder aux différents méandres de l'administration, mais ils vont pouvoir maintenant. Ils n'ont pas le back-end. Non, ils ont la même interface que vous, mais sauf qu'aujourd'hui, maintenant, ils vont pouvoir utiliser cette Albert, l'intelligence artificielle Albert, pour pouvoir se faire guider sur les méandres donc en fait, et des requêtes vers l'administration. Donc en fait, c'est plus un assistant. Donc tu as répondu à ma question en disant que c'est un assistant et que ça va être en fait l'assistant d'un assistant humain qui va assister un autre humain en fait. Voilà. Alors, en fait, à mon avis, il y a deux choses. Il y a la première partie, c'est les tâches administratives qui peuvent être automatisées et traitées en masse. L'intelligence artificielle Albert interviendra là. Et deuxième, c'est l'assistance personnelle, l'assistant personnel qui va pouvoir aider les agents France Service à répondre au public qui viennent les consulter. Alors quand c'est un assistant avec un humain derrière, ça me dérange pas. Quand il va commencer à faire des tâches automatisées, là, ça m'inquiète un peu plus. Parce qu'il n'y a pas forcément de contrôle et ça me fait peur. Et et puis ça rejoint un peu ce que disait le billet de Steve. Steve, c'était une IA qui traitait... Enfin, t'as eu ton souci à cause d'une IA. T'as fait un mot de cette histoire ou pas, alors? Justement, je crains fort que malheureusement, l'organisme des traitements, c'était une IA qui, justement, générait tout ça, en effet. En fait, c'est ça, vous avez déjà Albert, il était en test chez vous avant de déployer en France. En fait, on avait la bêta, en fait, nous, on avait la Bertha, pas la bêta, mais la Bertha. Ou t'avais Stéphanie, parce que je te rappelle que la fille d'Albert, c'est Stéphanie. T'as dû avoir Stéphanie. Parce que Albert, le prince Albert, ça se trouve, c'est pour ça. Ouah, et tu vas chercher loin, celle-là, dis. Et puis, alors, précisons aussi un truc, c'est que Albert, aujourd'hui, on vient de vous définir 2 tâches qu'il va effectuer, mais le Premier ministre annonce que, en fait, derrière, il va faire bien plus de choses dans le futur. Putain, c'est... Et peut-être remplacer le président de la République. Ça. Et ça, ce serait peut-être pas une mauvaise chose, finalement. C'est en train de je vais quand même prendre des commentaires de merde. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce que tu viens pas de faire? T'es monarchique, toi. Non, mais... la Belgique. Non, mais bon... On va peut-être avoir un Hal à la tête de l'État. Ça sera plus Albert, ça sera Hal. Ouais. Allez vous suicider. HAL. Oui, allez vous suicider, oui, pas de souci. C'est ça, quoi. Oui. Non, le HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, j'ai bien compris. Mais j'avais peur de ça, justement, que tu allais faire référence à... Et les gars, au second tour, ce sera Hal, contre l'extrême droite. C'est bien comme choix, hein.
Voilà. Ça va être difficile de choisir le moins pire. Oh là là. Écoute, hein, on a bien eu McKinsey contre l'extrême droite. Hein. C'est pas faux non plus. Voilà. Bon. Est-ce que c'était vraiment contre ou est-ce que c'était pas avec? Est-ce que McKinsey, Macron, hein, pour pas le citer, s'est servi de l'extrême droite pour accéder au pouvoir? Ah, ça se trouve, ils étaient de mèche. Nous, c'est comme ça qu'on l'avait perçu en Belgique. Ah, vous êtes fort. Vous êtes trop fort. Bon, allez, on va arrêter cette analyse politique, parce que nous sommes pas une On va émission se faire politique. déglinguer, là. Mais non. Et on a le droit de rigoler, ça, c'est pas interdit encore. J'ai pas vu de C'est loi vrai. passer en ce sens. Il faut simplement que je retrouve le conducteur, et on va y arriver. On va Donc après, on va parler d'un monstre. d'un monstre, monstre ouais, marin. le Kraken. Le Kraken, voilà, c'est ça. Avec Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, peut-être Johnny Depp qui ne reviendra pas dans Pirates des Caraïbes, ils essaient de le remplacer. Mais je pense que ça marchera pas. Il y a encore des Pirates de Caraïbes de prévu? Ils essayent d'en remettre, mais bon, pour l'instant, je pense que Je c'est crois mal que barré. les 2 ou 3 derniers, là, c'était des fiascos quand même en termes de. Ben oui, parce que Johnny Depp d'audience n'était et- pas au premier plan, parce qu'il l'avait déjà à moitié évincé, mais il fallait quand même le garder. Et c'est vrai que Pirates des Caraïbes sans et Johnny puis Depp... bon, et puis bon, après, l'histoire, il n'y a plus rien à raconter, quoi, c'est bon. Oui, il y a toujours une belle histoire, une bonne histoire. Je dis pas que c'est épuisé, mais bon. Bref, donc vous voyez, politique, cinéma, on parle vraiment de tout. Mais cette fois-ci, on va parler du Kraken, mais cette fois-ci de la plateforme d'échange Kraken. Qui connaît Kraken, la plateforme d'échange Kraken? Steve, ça te dit quelque chose? Vaguement, comme ça. Mais Ouais, quand pense. tu vas dire oui, c'est ça, je dirais ah ouais. Tiens, donc, Et toi, le Tux, ça te dit quelque chose, Kraken? Non, avant que tu nous en parles dans la préparation du conducteur, j'avoue que non. connais pas. Et puis bon, après, je suis pas trop tout ce qui est Bitcoin et monnaie virtuelle. Je suis en train de spoiler la suite, mais Ouais, c'est ça. Donc Kraken est en effet une plateforme d'échange pour les wallets crypto Bitcoin avec la vraie monnaie, la monnaie, j'ai dire de singe, la monnaie, le dollar ou l'euro. Donc moi je connais bien parce que j'ai un peu traîné dans les crypto-monnaies, surtout il y a 2-3 ans, et en effet, soit on passe par des intermédiaires d'intermédiaires, mais en fait on joue pas réellement avec la crypto, mais Kraken permet de jouer directement avec la crypto. Bon bref, en tout cas c'est une plateforme connue et reconnue, il n'y a pas eu de scandale qu'on a pu avoir sur d'autres plateformes, et ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Et cette fois-ci, ils vont nous proposer un wallet. Un wallet, c'est quoi? C'est une espèce de portefeuille. Vous imaginez en physique avoir un portefeuille avec plein de cartes bleues. Et bien ce qu'ils vont vous proposer, c'est avoir un portefeuille numérique. Au lieu d'avoir des cartes bleues, en fait, vous allez avoir vos clés de Bitcoin. Donc vos wallets, votre portefeuille de Bitcoin. Donc c'est vous qui allez avoir possession de ce portefeuille. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous avez plus ce fameux numéro de Bitcoin, eh ben vous pouvez plus accéder, récupérer vos Bitcoins, soit les vendre ou les récupérer pour voir où ça en est. Donc sans ce numéro, ben vous êtes foutu, vous êtes mort. D'ailleurs, il y a une histoire, je crois que c'est un Anglais qui avait une clé de Bitcoin dans un disque dur, qui l'a jeté dans une décharge, et je crois 10 ans après, il est toujours en train d'essayer de chercher le disque dur. Voilà, parce qu'à l'époque, évidemment, il avait acheté un Bitcoin qui valait vraiment pas cher, je crois, $10. Mais c'est Sheldon dans le The Big Bang Theory, ça. Ah, peut-être qu'ils ont repris cette histoire dans Big Bang Theory, mais ouais, il y a un Anglais qui est toujours en train de chercher, c'est là, ouais. Je confirme. C'est atroce. Bon, revenons à notre wallet. Vous allez me dire, un wallet de plus, ouais, ça me fait une belle jambe. Ben non, parce que là, il y a une petite nouveauté sur ce wallet, c'est que ce wallet que propose Kraken est un wallet développé en open source. Oui, ils ont publié l'intégralité du code wallet sur GitHub en mode public. Ouais, c'est le premier à le faire, le premier au monde. Par contre, il y a un seul hic, mais j'ai envie de dire, ils ont déjà fait un beau pas en avant, c'est qu'il y a un répertoire, par contre, qui est privé et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Bon, ça se trouve, il y a quelques clés secrètes, ce qui me paraît très normal, mais voilà, l'ensemble du projet est en open source, donc ils n'ont rien à cacher. Ils montrent à tout le monde comment est développé ce wallet, et donc vous pouvez même vous, à la limite, le dupliquer, le forker, et en recompiler un, vous, à votre propre nom. Bon, il manquera ce petit bout de dossier en privé, mais bon.
Donc voilà, il y en a où ça fait débat. Ouais, donc tout compte fait, c'est pas si public que ça, parce qu'il y a une partie privée. Oui, mais qui en fait a déjà osé publier des des wallets en public? Je pense que c'est un beau, alors c'est un beau message. Hein, ils font de la pub. Je suis pas sûr que Kraken ait besoin de cette pub, tout compte fait. Mais donc ça veut dire que la démarche est louable, à mon avis. Non? C'est pas faux. Ouais, c'est Après, pas faux. moi justement tout ce qui est effort de transparence en publiant le code source de ces applications et les mettant disponible en open source. Je trouve ça assez louable. Après, j'ai une question. Un wallet, donc là, on peut mettre que des crypto-monnaies dessus ou on peut mettre d'autres choses? Non, c'est des wallets de crypto. C'est que des cryptos. Ouais. Ok. Ouais. En fait, eux, ils ont voulu mettre en avant ça. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas besoin d'avoir le soutien ou le label open source pour faire de la pub. Eux, ce qu'ils ont voulu mettre en avant, et on peut les croire, c'est mettre en avant donc la transparence, la décentralisation et donc la communauté également. Et donc, ils montrent qu'ils vont collecter un minimum de données pour faire fonctionner ce logiciel wallet. C'est très louable. C'est bien. Bravo. C'est très bien. Très bien. Ouais, c'est très bien. Félicitations. Continuez, les gars. Ouais. Et ben, on va continuer sur les projets open source, si vous voulez bien, virgule. On va parler de Matrix Element. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par Element. Donc, Element, c'est un client Matrix, pour ceux qui ne le savaient pas. Et en fait, ils viennent d'annoncer un partenariat avec les Suédois, l'opérateur téléphonique suédois Tele2, pour renforcer la sécurité des échanges et des communications de cet opérateur. Entre collaborateurs. Entre collaborateurs, tout à fait. C'est en fait, plutôt avant ils utilisaient Spike, visiblement. Skype, pardon. Oui, parce que je me demande est-ce que c'était Pike. Skype, et puis finalement ils ont décidé de le remplacer par Element. Alors, Element, rappelons-le que c'est un client open source qui utilise le réseau Matrix pour permettre de communiquer. D'ailleurs, il y en a certains d'entre nous qui savent communiquer avec nous sur Element. Il est possible de chiffrer les communications de bout en bout, ou sinon d'avoir, comme pour nous, des salons qui sont pas forcément chiffrés et d'autres qui peuvent être chiffrés. Voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant pour qu'on relève cette information et qu'on vous en parle ce soir. Et à côté de ça, il y a un autre projet open source qui va basculer sur Matrix pour ses communications et son support. C'est XFCE, l'environnement de bureau XFCE qui utilisait jusqu'à présent un canal IRC pour communiquer et apporter du support, etc. Ils ont décidé de basculer sur Matrix. Et donc sur Matrix, on va retrouver, je retrouve les liens que j'ai perdus dans mon interface. Hop, voilà, ça y est. Donc avant, on avait un IRC qui s'appelait dièse XFCE. Maintenant, on va avoir un IRC. Alors, un canal sous Matrix, un salon qui s'appelle dièse XFCE .matrix.org. Génial. Pareil pour le canal de discussion de développement et les discussions autour des commits sur le projet GitLab qui héberge le XFCE. C'est génial. Donc je trouve que c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est génial parce que ça veut dire que Element ou Matrix sont des solutions qui sont déjà reconnues et en effet elles sont même plébiscitées. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude mondiale de Forest Consulting qui indique que les leaders technologie veulent des plateformes de communication qui offrent à la fois du chiffrement de bout en bout, de la souveraineté numérique, donc ne pas passer par un tiers, et avoir un système de fédération. Pas imposer
un OS, un logiciel précis, avoir en fait des systèmes ouverts. Donc en effet, élément Matrix répond tout à fait à ça. C'est très bien. Et en plus, ça veut dire que Element et Matrix, ils proposent en plus des solutions pour les entreprises qui s'appellent Element Server Suite. Donc en fait, c'est pas simplement un truc de geek qui a été développé comme ça dans un coin, dans un garage. Derrière, il y a des vraies solutions justement pour accompagner les entreprises et pour utiliser cette plateforme donc qui répondent à tous ces critères. Donc il faut pas le voir d'un mauvais œil parce que j'entends beaucoup de sociétés en disant ouais mais c'est encore un truc de geek. Moi c'est vrai que je propose souvent des solutions un peu comme ça en milieu professionnel. Alors maintenant les gens sont un peu plus pas réservés mais un peu plus polis en ne pas répondant tout de suite. Mais je me souviens il y a 10 ans de ça quand je proposais ce genre de solution, ouais c'est encore de l'open source en disant dégage avec des solutions qui tiennent pas la route etc. Et tout compte fait, j'ai envie de dire le temps nous a donné raison. Donc il faut arrêter de se taper la tête contre les murs et se poser les vraies bonnes questions. Voilà. Ouais. Je sais pas si j'ai été clair, mais moi je me suis compris. Donc Skype c'est fini pour toi Steve? Oh oui, mais en fait ça n'a jamais été une association de près ou de loin avec ah non Skype, non merci. Jusqu'à ce que j'apprenne que je me fasse facturer 15 balles pour quelque chose que j'ai pas du tout fait. C'est là où je voulais en venir, tu m'as bien suivi. Comment ça, 15 balles facturé par Microsoft? Bon, je rentre pas dans les détails, mais je fais un hyper résumé, mais de la mort qui tue. Ouverture d'une adresse mail Microsoft, et puis finalement, vous savez, on accepte telle ou telle condition d'utilisation, et peut-être que parmi toutes ces acceptations, on réalise pas qu'on a accepté aussi de faire en fait une version d'essai sur un Office 365, et qu'on a accepté aussi l'utilisation de Skype en version machin d'essai, et que si en fin de compte on ne casse pas cette période d'essai, eh bien tacitement on souscrit à un abonnement et bam. Pourtant à 14 ans 16 balles dans les dents quoi. Pourtant à 14 ans on sait lire. Ouais mais on comprend peut-être pas tout. Non, à 14 ans en fait tout ce qu'on veut faire c'est cliquer le plus vite possible pour avoir son adresse mail qui soit effective et puis voilà, sale jaune non. Alors que tu aurais monté un serveur Matrix pour toi ou rajouter ta famille, tout ça, tu n'aurais pas... t'aurais peut-être traqué pour le serveur, mais pas pour un tiers. C'est ça. Il aurait eu sa souveraineté numérique, il aurait eu un truc de fédération, nickel, quoi. Ouais, j'avoue. Bon, ça va, voilà. Tout est rentré dans l'ordre, mais bon, voilà, quoi. Non, parce que précisons, Matrix, on pourrait, au lieu d'utiliser le Matrix central d'éléments, chacun peut monter son propre serveur Matrix et faire ses communications dessus, avec bien entendu des liens vers les autres serveurs. C'est le principe d'avoir des solutions décentralisées. Ça, c'est génial. Exactement. Bon, tout a été dit. On va pouvoir passer tout de suite aux sélections de la sortie de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Et le Tux va nous parler de 3 sorties cette semaine. Oui, donc la première, est-ce que c'est par ordre chronologique de sortie ? Oui, c'est par ordre chronologique de sortie. Donc la première sortie de la semaine, c'est Audacity qui est sorti en version 3.5. Dans les principales nouveautés de Audacity 3.5, Cédric nous en parlait déjà un petit peu dans un précédent numéro, c'est l'introduction du cloud. Il est possible d'utiliser, de sauvegarder ses projets dans le cloud. Alors par contre, on n'a pas le choix du cloud. Aujourd'hui, le seul cloud où on peut sauvegarder ses projets, c'est le cloud audio.com. Audio.com, c'est la société qui est derrière aujourd'hui Audacity, qui est une société commerciale. Donc, elle nous propose d'héberger sur audio.com. Alors, l'hébergement, donc, il y a une partie gratuite. On est limité à 2 gigas. On est limité à 5 projets, je crois. Donc on a pas mal de limites, et puis après, il faut payer pour avoir plus. Voilà. Donc aujourd'hui, l'inscription est obligatoire pour pouvoir en profiter. Donc aujourd'hui, Audacity 3.5 permet de sauvegarder dans le cloud, avec quand même quelques fonctionnalités intéressantes dans la sauvegarde du cloud, c'est-à-dire qu'on est capable, à chaque fois qu'on fait un bouton, qu'on clique sur Save, on incrémente une version, c'est-à-dire qu'on pourra revenir
à une version antérieure sans aucun problème, et en plus on peut travailler à plusieurs sur un projet. C'est plutôt pas mal comme idée. Le seul bug que je trouve dans cette solution-là, c'est audio.com. Peut-être qu'il pourrait proposer d'autres solutions pour aller héberger vers un Exclude ou vers... Mais je pense que Muse Group va nous proposer une solution. En effet, on aura notre propre serveur et on pourra renseigner les infos de notre propre serveur. Je me mets à rêver, mais on compte sur vos Muse Group. Voilà, c'est ça. Autre nouveauté de cette version 3.5, c'est la détection automatique du tempo dans les boucles importées, avec la possibilité de faire des réajustements, de réajuster son tempo automatiquement. La fonctionnalité est désactivable, elle est active par défaut. Et dernière grande nouveauté de cette version, c'est le pitch shifting. Pitch shifting, vous savez ce que c'est ? Je sais plus. Ah si, c'est le changement de tonalité, non, c'est pas ça ? Ou de vitesse ? C'est ça, c'est le changement de hauteur d'une note qui peut être induit par une accélération ou une décélération d'un audio. Ça va monter, si on accélère, ça va monter la tonalité, ça va faire un son un peu plus aigu, ou si on descend, ça va faire un son un peu plus grave. Le pitch shifting, la nouveauté donc de sa version a introduit un pitch shifting non destructif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réajuster la hauteur pour avoir un même ton sans que... alors que la lecture peut être accélérée ou décélérée, ou qu'on peut faire un changement de tonalité pour faire passer d'une voix d'homme à une voix de femme ou vice-versa. Voilà, donc ça c'est les trois principales nouveautés de cette version-là. Je t'interromps. Oui. Ça veut dire que j'aurai peut-être enfin une voix d'homme. Voilà. tu vas enfin faire ta mue. Oh putain, je suis en grand. Ça fait 30 ans que j'attends. Joie. Et puis bon, derrière il y a d'autres petites nouveautés et surtout des corrections de bugs que vous pourrez aller voir dans les release notes de cette version-là. Magnifique. Et tu vas nous parler ensuite quoi de neuf, docteur ? On va parler un peu de distribution Linux. Il y en a eu 2 qui sont sortis à la 40. La première, c'est j'allais dire la Cédric 40, mais non, c'est pas la Cédric, c'est Fedora 40 qui est sorti donc ce mercredi. Dans les principales nouveautés de Fedora 40, il y a le changement de version de bureau pour la version principale qui passe de GNOME 45 à GNOME 46. Et fait assez remarquable, c'est que habituellement Fedora il communique beaucoup sur la version GNOME, mais il communique peu sur ses spins. Pardon, j'ai mangé le chat aussi. Donc il communique assez peu sur ses spins. Les spins, c'est ces fameuses versions qui sont les variantes d'Ubuntu avec d'autres environnements de bureau que Fedora. Le Fedora. D'autres versions de bureau que la GNOME de Fedora principale. Et donc ils ont communiqué cette fois-ci sur la version KDE Plasma qui vient avec la version 6. Donc, alors, sur GNOME 46, principale nouveauté, c'est la recherche globale, on en a déjà parlé, la barre de progression dans le gestionnaire de fichiers Nautilus, il s'appelle plus Nautilus maintenant, il s'appelle Fichier, mais les anciens reconnaîtront, des réorganisations au niveau des paramètres, l'accès, la prise en charge par les comptes en ligne de WebDAV et OneDrive, et puis voilà, et au niveau de KDE Plasma, on passe à la version 6.0 qui se caractérise surtout par le fait que le framework derrière tout ça, c'est Qt6 et que par défaut maintenant il utilise Wayland. Et pour la petite histoire, il y a eu des discussions au niveau de la communauté Fedora pour savoir est-ce que ils envisageaient de supprimer complètement Xorg de leur dépôt et tout ça et d'imposer Wayland par défaut, puisque maintenant GNOME est compatible Wayland à 100%, KDE Plasma est compatible Wayland à 100%, mais
les autres environnements, c'est en transition, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Donc, ils ont décidé de garder Wayland, Xorg, mais si vous êtes sur GNOME ou sur KDE Plasma, vous avez que Wayland installé, Xorg n'est plus installé. Autre nouveauté sous le capot de Fedora, on a un noyau Linux en version 6.8, on a la détection des conflits d'adresse IPv4 qui est active par défaut à présent, et on a l'introduction de l'IA. Ça y est, ils font un pas vers l'IA. Alors, elle n'est pas installée par défaut, mais sur les dépôts de Fedora, il y a un framework populaire de deep learning, qui sert donc à faire de l'IA, qui s'appelle PyTorch, PyTorch. Donc à base de Python. Voilà, mais oui, comme on peut le voir avec Py, voilà. Il est assez populaire, il est open source, bien entendu, mais dans Fedora, actuellement, il a encore quelques petites limitations, notamment, il ne prend en charge que l'exécution à partir du CPU, et donc les GPU et autres ne peuvent pas accélérer les calculs. D'accord. Enfin. Oui, d'accord, c'était un d'accord. Ouais. Et donc, pour conclure sur Fedora, la plupart des applications et des bibliothèques utilisées par les développeurs, etc., ont été mis à jour vers des versions extrêmement récentes. Voilà pour Fedora. Oui. Je crois que tu l'as testé, Cédric. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc elle s'est mise à jour, elle est restée un peu bloquée parce que je faisais autre chose, je pouvais pas redémarrer la machine. Donc j'ai redémarré, j'ai pas vu de différence. Merci, next. Non, je plaisante. J'ai l'impression qu'en effet, l'écriture a été un peu grossie dans les panneaux, etc. Ça, c'est la première chose qui m'a surpris. La deuxième chose également, j'ai senti une accélération. Alors, je me suis posé la question à savoir s'ils n'avaient pas réduit les effets de transition, etc., qui permettraient justement d'accélérer. Mais tu m'as indiqué en off que ils avaient quand même amélioré le code au niveau pour l'accélération de l'affichage des menus, etc. C'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Ça, donc là, c'est pas Fedora, on parle de GNOME. Oui, GNOME. Il y a beaucoup, en tout cas depuis la version 40 qui faisait le passage à GTK4, toutes les versions depuis, ils améliorent le code et derrière on sent de version en version un gain notable en termes de performance et sans forcément renier aux effets visuels. Ouais. Et la dernière chose, donc là, c'est Nautilus, où en effet, il y a l'icône des dossiers qui a un petit peu été modifiée au moment de la recherche. Alors, je me suis pas attardé parce que j'avoue, j'ai dû la tester 30 minutes et après j'ai dû partir. J'ai vu qu'en effet, il y avait quelque chose qui avait été modifié, notamment au moment de la recherche où le résultat a été beaucoup plus rapide qu'avant, mais je suis pas allé plus loin. Donc, pour l'instant, si tu veux, j'ai pas vu de modification encore notable. J'ai pas dit tiens, je me suis retrouvé bloqué, mais en une demi-heure, je peux pas non plus tout tester. Donc à suivre. Tout à fait. Sur Nautilus, GNOME annonçait aussi une amélioration des performances sur la manipulation des fichiers. D'accord. Lors de la copie ou du transfert de fichiers, qui devrait être un peu meilleur que ce que proposaient les versions antérieures. D'accord. On va continuer sur les sorties de la semaine. Donc, je vous parlais que de deux distributions. La deuxième distribution, c'est Ubuntu 24.04 Noble Nubat, pardon. J'en ai parlé en long, en large, en travers la semaine dernière avec. L'installation qui a duré 1h30. Voilà. Bon, alors, la première constatation... Alors, je ne vais pas revenir sur les nouveautés de cette version, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Ce que je vais juste te dire, c'est que les constatations que j'avais faites sur l'installation qui durait longtemps et tout ça, elles sont améliorées. L'ISO qui est disponible, je l'ai testé, je l'ai installé. L'installation, elle a duré une demi-heure. Ça va, on est déjà mieux sur quelque chose de tout à fait raisonnable. Alors, je précise, une demi-heure version par défaut, puisque... Souvenez-vous, je vous ai dit, maintenant on a le choix entre une installation par défaut qui installe le strict minimum, à savoir des quelques utilitaires, un navigateur, et puis c'est tout. Il n'y a pas de... Une demi-heure, ça me paraît beaucoup quand même pour très peu d'install. Après,
Je précise que je fais ça sur une machine qui n'est pas qui était pas très récente. Hein. Donc, D'accord. il y a les limitations aussi de ma machine, du disque dur de la machine, etc. Donc, pour moi, ça reste dans un temps raisonnable. Par contre, j'ai pas testé la version complète. Donc, la version complète qui installe LibreOffice, Thunderbird, de plein d'utilitaires qui ne servent pas forcément. Et surtout, cette fois, pas de jeu. Là, les jeux ont été virés d'Ubuntu. Je l'ai pas testé, donc ça prendra peut-être un peu plus, mais en tout cas, ce n'est pas les 2h30 que j'ai attendu la dernière fois pour installer la version par défaut. Autre annonce. Parce que là, j'entends, ça y est, c'est sorti, On va mettre à jour. Non, surtout, ne mettez pas à jour pour l'instant, parce qu'il y a d'ailleurs, Canonical n'a pas activé le canal de mise à jour, et donc vous n'avez pas de notification, ce n'est pas pour rien. Il y a 2 bugs bloquants qui, si vous mettez à jour, risquent de rendre votre système irrécupérable. Donc, attendez d'avoir la notification de mise à niveau avant de vous lancer. C'est pas la peine de la faire en la forçant. Sinon, vous risquez de perdre des données et ça serait bien dommage. Donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça aussi, pour certains qui m'ont fait des petits billets et des petits commentaires sympas sur mon site, que le lien vers la procédure de mise à niveau n'est toujours pas actif. Parce que ça n'existe pas encore. Ok. C'est surtout que c'est déconseillé de le faire. Oui, donc ça n'existe pas encore, oui. Voilà. Voilà. On va pas inventer ce qui n'existe pas. On n'est pas là pour bidouiller, s'il vous plaît. Très bien. C'est ça, tout à fait. Merci pour ces retours. On va passer tout de suite au bulletin sécurité. Librement Linux, Votre Logitech a été mise à jour avec succès. la météo sécurité. Et je vais revenir sur un bulletin qui m'a surpris, qui m'a interpellé, pardon. Il fait notamment référence à l'utilitaire XZ-Utils. On en a parlé de long en large en travers, notamment dans Librement Linux, pardon, et également d'autres podcasts. Ça fait d'ailleurs, ça s'appuie sur la CVE 2024-3094 pour ceux qui voulaient avoir la référence. Et là, en fait, c'est l'Open Source Security Foundation, l'OPSSF, qui émet une alerte. Et d'ailleurs, il n'y a pas que, il y a également l'OpenJS Foundation, l'Open JavaScript, concernant une récente tentative d'ingénierie sociale sur plusieurs bibliothèques. Donc, il y a eu la XZ-Utils, mais également la bibliothèque des JavaScript mise à disposition par les utilisateurs. Ça dit quoi également? Ça dit que donc ça avertit les contributeurs d'être vigilants car ils constatent le schéma similaire qui s'est produit pour XZ-Utils, à savoir l'introduction de codes malveillants par des utilisateurs qui ne sortent ni d'Adam ni d'Ève dans les projets, et notamment donc dans les projets JavaScript. Des courriers suspects demandent des mises à jour pour remédier à des vulnérabilités et provenant de comptes associés à GitHub. Donc en fait, les petits malins, les petits pirates ont toute la légitimité, de pouvoir proposer du code, mais en fait, le code n'est pas du tout bienveillant, bien au contraire. C'est ce qu'on appelle des attaques d'ingénierie sociale, donc ça exploite la confiance des mainteneurs de projets, qui les incite à la manipulation pour obtenir soit un accès administratif au code source, soit introduire leur code malveillant. Donc il y a des conseils qui sont donnés aux membres des projets open source pour détecter donc de telles attaques, examiner également les pull requests. Les pull requests, c'est quand les contributeurs modifient le code ou rajoutent du code. Donc ça s'appelle un pull request pour pouvoir intégrer le code dans le projet. Il faut vérifier également la clarté du code source et rester vigilant face aux faux sentiments d'urgence. Ne vous précipitez pas. Le projet doit se terminer vendredi à 18h, c'est pas grave si c'est décalé à lundi matin 10h. Il y a le responsable de la sécurité chez Endor Labs qui s'appelle Chris Hughes, qui est chercheur également en cyber-innovation, à la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, la CISA, il y a des choses que je connais même pas, qui souligne que les projets open source sont vulnérables, et en fait, toute notre colonne vertébrale d'Internet s'appuie sur ces projets-là. Je ne vais pas citer Apache, je ne vais pas citer SSL, et j'en passe et des meilleurs. Donc, par contre, ils sont vulnérables en raison de leur sous-financement
et de leur dépendance à d'autres groupes de mainteneurs, des petits groupes. Donc il met en garde contre les risques accrus pour la communauté open source et les organisations utilisant ces composants. Conclusion, il ne faut pas abandonner les projets open source, au contraire, il faut leur donner les moyens de lutter. Donc pourquoi pas, si vous êtes entreprise, investir dans des projets open source, déjà en mettant de l'argent, pourquoi pas en mettant également des développeurs ou des mainteneurs pour également checker toutes ces incorporations de code malveillant. Mais c'est vrai que la guerre de demain va passer maintenant par les applications, par les programmes, et notamment en essayant d'introduire du code malveillant. En sachant que l'open source il est utilisé également par les plus grands, Microsoft, Amazon. Donc je vous raconte même pas les dégâts que ça peut faire. Voilà. Non, on vit dans un monde sécurisé. C'est sécure tout ça. C'est inquiétant quand même tout ça parce que, comme tu dis, c'est du code qui est utilisé par les grands, mais c'est du code qui est utilisé par plein de petits aussi qui vont s'appuyer sur des bibliothèques pour fournir des solutions sans forcément contrôler le code qu'ils insèrent. C'est pas faisable de le contrôler. Moi, je jette pas la pierre aux gens qui incorporent du code externe. Non, c'est pas une critique. C'est juste qu'aujourd'hui, derrière, ça fait réfléchir. Et oui. Et on a eu un message. Oui, il y a Steve qui veut prendre la parole. Non, mais j'attendais que tu termines ta phrase. Non, je disais, non, c'est assez inquiétant. Et bon, moi, je pense derrière, ça montre bien qu'il faut aussi que les gens qui utilisent le code open source, les gros, mettent aussi des ressources humaines et financières pour ces petits projets, surtout s'ils s'appuient dessus, quoi. Carrément. Dis-moi, Steve. Non, mais moi je fais un petit parallélisme toujours avec le monde d'avant. Moi je me souviens que quand on était gamin, donc je parle des années 90, 2000, attendez, arrêtez tout, alerte. Il a dit 90. Il est malade. Ouais, j'ai fait un effort de dingue, hein, et j'ai même calculé dans ma tête pour dire comment est-ce qu'on dit. Hein. Non, mais moi je me souviens que on se faisait des films un petit peu comme ça, catastrophe, en disant ouais, va pas à New York dans le Manhattan parce que c'est le ghetto. T'avais même carrément, tu sais, les fameux films qui te faisaient un petit peu la menace, style par exemple Boys in the Wood. Donc en gros, tu sors dans la rue, tu te fais déglinguer le cul, quoi, tu vois. Mais un truc là maintenant, j'ai l'impression que tu te mets devant ton PC. Tu te feras déglinguer le cul, quoi qu'il arrive, si tu fais pas gaffe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, tu sais même pas à quel endroit t'es vraiment safe, quoi, tu vois. Et enfin, je veux pas être alarmiste en disant ça, parce que voilà, même en tant qu'utilisateur averti, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais bordel, quoi, quand tu imagines qu'en fin de compte, on est tous finalement des proies, on est finalement des proies, quoi qu'il arrive. On est des proies, tu as raison, et on se rend pas mieux protégé que les autres. C'est pour ça que, les geeks, les plus geeks d'entre nous, on essaye déjà de se prémunir de tout souci. Par exemple, comme moi j'aime bien cet adage, un site mail ou une inscription, une adresse mail différente pour chaque inscription. Ça évite par exemple de se faire pomper PayPal. Voilà. Je t'en prie. Alors oui, ça pose des soucis sur certains services ou produits. Ah, mais on vous connaît pas. Ben oui, c'est normal. Mais en fait, oui, on essaye de s'organiser parce qu'on sait qu'on va aller dans le mur, qu'à un moment, on va avoir un problème de sécurité. Et ceux qui font pas attention vont se faire avoir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est francophone. Quand on reçoit des mails en anglais qui nous demandent de payer un truc qui est bloqué à la douane par UPS ou par je sais pas quoi, bon, on se dit ça va, je suis assez protégé. Mais quand on commence à recevoir des mails en français qui nous disent ouais, notre site internet est arrivé à échéance et il faut renouveler le paiement, etc. Si on fait pas gaffe, on peut tomber dans le panneau. Donc ouais, on essaye de mettre tous les moyens pour dire je me ferai pas avoir, j'essaye de pas me faire avoir. Et ouais, on essaye de trouver des trucs et astuces, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ils sont malins en face, ils sont malins. Ils sont très malins. De plus en plus. D'ailleurs, tu parlais de spam frauduleux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a l'ARCEP qui a publié un rapport ces derniers temps sur l'usage des Français pour répondre au téléphone. En fait, aujourd'hui, 92% des Français ne répondent plus au téléphone sur un numéro inconnu
ou qui ne se présente pas. Quoi. Ouais, numéro caché. masqué ou numéro qui est pas dans l'agenda. Oui. 92% des Français ne répondent plus au téléphone. Alors, c'est... j'avoue que cette semaine, j'ai fait une exception. Et j'avoue, j'en ai découvert des vertes et des pas mûres. J'ai répondu à 3 appels. Alors, les numéros n'étaient pas masqués, les numéros étaient bien en clair. Hein. C'était un 01 ou un 04, peu importe. Le premier me proposait un thermostat connecté. D'accord. Le deuxième, qu'est-ce qu'il me proposait, le deuxième ? Je me souviens plus. Bon, et le troisième, alors là, la fille, je l'ai pas laissé parler. Je suis désolé, je lui ai retourné le cerveau. Elle a commencé à me dire, oui, nous sommes machin, électricité, je sais pas quoi. Je fais, vous allez me proposer un thermostat connecté. Et là, elle a bloqué pendant 2 secondes. Elle me fait, non, attendez, vous avez remarqué que le prix de l'électricité a augmenté. Vous voulez me faire changer de fournisseur ? Pour quel fournisseur ? Elle me fait, non, attendez, non, c'est pas un changement de fournisseur, autoconsommation. Panneau photovoltaïque. La pauvre, je lui ai retourné le cerveau. Tout compte fait, bon, je lui ai monté un petit bobard parce qu'elle me dit, mais pourquoi vous avez des panneaux photovoltaïques ? Oui, j'en ai 2 et en fait, j'arrive à faire une autoconsommation à 9 kW. Si elle avait été un petit peu plus aguerrie, elle saurait qu'un panneau solaire, allez, au maximum, c'est 450 watts. Donc, je peux pas faire 9 kW avec 2 panneaux solaires. Mais carrément. Voilà. Donc, merci, au revoir. Joli, bravo. Voilà. Bravo. Donc, en ce moment, c'est les thermostats connectés et les panneaux photovoltaïques. Voilà. Alors, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est au-delà du fait que les Français ont assimilé l'usage de ne plus répondre au téléphone à ces numéros inconnus ou ces numéros masqués, c'est que en fait 64% des appels qu'ils ont sur mobile sur une semaine sont du démarchage téléphonique ou des arnaques ou des trucs comme ça. Tu m'étonnes. Putain, c'est atroce. Et il y en a qui en subissent 24% des appels quotidiens. Wow, 24 appels. C'est 24% sans appel dans la journée, 24% ce sont des démarchages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur iPhone ou sur téléphone Android, il y a des fonctionnalités, pour ceux qui ont du Android Googleisé encore, qui détecte ces appels frauduleux et qui va pas les faire sonner, il va directement les bloquer et ça vous évite de vous faire polluer. Ouais. Alors c'est vrai. Et là, vous savez sur quoi ça s'appuie ? Et là, on va dire pour une fois, merci la collecte de données. C'est simplement, vu que les appels, Google récupère vos journaux d'appels, donc ils sont capables de savoir quel numéro a la fréquence d'appel. Donc là-dessus, ils font des statistiques en disant dans l'heure là, il a passé 60 coups de fil, donc forcément, c'est des appels de démarchage téléphonique. Il y a ça, et puis il y a aussi la base de données qui est quand on veut signaler un numéro de téléphone ou un truc comme ça, où en fait ils récupèrent ces informations-là, qui sont des données en open data, et qui permettent de les bloquer directement. Et après, moi, ce que je sais, c'est que sur mes lignes téléphoniques, par défaut, les numéros masqués, ils sont bloqués. Ouais. C'est-à-dire que c'est même pas au niveau de mon téléphone, c'est au niveau de la configuration de mes lignes, où dans l'interface de gestion de mes comptes, je bloque les numéros, ils tombent directement sur la messagerie et ils me laissent un message s'ils veulent. Mais, c'est ça, ce qui est bien, c'est que si en effet tu bloques les numéros masqués ou tu bloques les numéros qui sont pas dans ton agenda, l'appel est refusé, donc toi tu ne seras pas dérangé. Par contre, il y a toujours une possibilité de laisser un message sur le répondeur. Tout à fait, voilà. Donc, alors tu peux bloquer des numéros aussi. Moi, je l'ai pas testé, mais en tout cas, tous les numéros masqués, moi, je les bloque. Comme ça, je suis pas emmerdé. Et ça, c'est d'autant plus pratique sur la ligne fixe. Parce qu'à un moment donné, la ligne fixe, c'est un truc qu'on utilise encore. Je connais pas. Non. L'alternative, avant qu'il y ait une mobile, il y avait les lignes fixes. C'est quoi ? C'est un gobelet avec un fil qu'on a tendu de l'autre côté. Ah oui, je crois avoir vu ça. Oui, je crois avoir vu ça. Joli. Ouais. C'est bien, ça. La ligne fixe. Alors, parce que ces connards de centres d'appel téléphoniques qui sont capables de vous appeler à 2h du matin. Non. Oui, évidemment. Mais si. Ils sont capables de vous appeler à 2h du matin, ces connards. Ah, génial. Mais en Belgique, vous n'avez pas à 2h, ils essayent à 4h. En Belgique, vous n'avez pas de soucis, vu qu'il y a tellement de bugs, ils n'arrivent même pas à passer un appel. Tu n'imagines pas le nombre. Je crois que si vous êtes à 90% d'appels téléphoniques, où vous ne répondez plus tellement vous êtes désespéré, je crois qu'on en est plus ou moins, certainement pareil.
Mais par contre, nous, on est un peu comme toi, Cédric. On est des fouteux-de-jins, qu'on appelle ça en wallon, donc c'est-à-dire en français belgicien. On est des fouteux-de-jins, donc c'est-à-dire qu'on téléphone, on répond à l'appel téléphonique et on se fait passer pour des abrutis. Mais des abrutis papos. Et puis finalement, tu vois, la bonne femme ou l'opératrice ou l'opérateur, ouais, mais c'est marrant, vous nous faites perdre du temps, là. Non, sans blague. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, limite, on se fait engueuler parce qu'on vient de passer un moment délire total à se foutre de sa gueule sévère en se faisant passer pour des grosses barlos, tu vois. Ouais. Mais vous me faites perdre mon temps, monsieur. Mais ouais. Mais ouais. Évidemment, cool. Et vous croyez pas que vous faites perdre mon temps? Ouais, non, mais je te jure que c'est vraiment des... Ouais, pareil, hein, c'est des branleurs, quoi. Enfin, après, je peux pas non plus leur en vouloir de trop. Je veux dire, ils bossent, ils ont un prorata, ils ont en fait un quota à respecter pour pouvoir être payés. Donc, je pense que c'est quand même une question je vais pas dire une question de vie ou de mort, mais c'est une question de foutre à bouffer sur la table, tu vois. Voilà. Donc, je peux pas, voilà. Et en plus, ces gens-là, ils sont pas ni en France ni en Belgique. Ils sont au Maghreb, ils sont en Inde, ils sont je sais pas où, mais c'est des oui, des mais alors il y a un problème. problème. Il y a un problème, c'est qu'ils respectent pas la réglementation. Parce que je te rappelle, quand on est sur les listes émeraudes ou les listes je sais plus quoi, non démarchage téléphonique, ça a jamais été respecté, ça. Par contre, ça, tu vois, c'est pas normal. Donc, bon, ok, ils nous feront perdre du temps sur du démarchage téléphonique, mais quand on était inscrit sur des listes anti-démarchage, pourquoi ça n'a jamais été respecté? Voilà, c'est ça, en fait, qui est critiquable. Non, mais moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un numéro comme ça qui m'appelle, je le signale. Pareil. Oui, sur ton appli, sur ton téléphone, ouais. Je le signale aux différentes plateformes parce qu'elles ne respectent pas justement la réglementation française, en tout cas, du non-démarchage quand tu es enregistré sur ces listes-là, ou même quand tu es en liste rouge. Ouais, c'est vrai. Alors moi, la prochaine chose que je vais essayer de faire, parce qu'ils vous donnent toujours des noms à la con, hein. Oui, c'est la société Enedis Électricité France Connect machin, donc vous avez 3 noms qui vous rassurent là-dedans, hein, France Connect et Enedis. Et donc ils essayent de vous embobiner donc avec des noms à la con. Et évidemment, quand vous recherchez l'entreprise sur Internet avec ce nom à la con, vous retrouverez jamais rien. Donc je me demande si la prochaine fois, je vais pas leur demander carrément leur numéro de SIRET pour voir s'ils vont bloquer, s'ils vont comprendre déjà ce que je vais leur demander, parce que là déjà ça va pas être gagné, et savoir ce qu'ils vont me fournir comme numéro de SIRET, histoire que moi aussi je m'amuse avec eux. On verra si ça marche ou pas. T'as vraiment du temps à perdre. Non, j'aime bien décortiquer le système en fait. J'aime bien comprendre. Aller jusqu'au bout. Voilà, aller jusqu'au bout. C'est voilà. Non, parce que moi, je décroche pas. Et puis si malheureusement j'ai décroché par inadvertance parce que j'ai pas fait gaffe, je raccroche directement. Je regarde même plus la conversation. Voilà. Si tu veux, entre deux clients, ça détend un peu. Bonjour, nous sommes. Au revoir. C'est ça. Mais entre des clients, ça détend. Voilà, ça fait rigoler. Bon, on a largement dépassé le temps, mais c'est pas grave, on n'est pas contraint. Donc, ouais. On va passer simplement sur les coins des poditeurs, si vous voulez bien. Librement Linux, le papotage final. Donc en conclusion, vous avez été nombreux, comme on vous a dit, à nous faire des retours sur la chaîne YouTube de Steve. Steve, je crois que tu as 2-3 personnes qui reviennent régulièrement nous faire des commentaires. C'est qui? Ouais, alors ça c'est un plaisir parce que c'est notre ami Lonnie par exemple. Ouais. Attends, je retombe sur notre petit blabla qu'on a vu. J'avais fait un copier-coller. Ah voilà, c'est ça. Donc en fait, en gros, Lonnie, c'est un régal. À chaque fois qu'il a toujours un petit commentaire à nous faire, c'est continuer ce que vous faites les gars. J'ai bien aimé comme d'habitude. Ça fait toujours super plaisir. Même tu vois un petit message comme ça, il y a rien à faire. C'est super encourageant. Donc merci beaucoup. Il réagit souvent. J'ai vu dans les épisodes. Ouais. Alors par contre, je me suis posé la question parce que je l'ai vu passer un moment sur le salon Matrix et il est reparti. C'est peut-être parce c'est pour quelle raison tu penses? Je t'avoue, franchement, je ne sais pas du tout, malheureusement, je t'avoue. Donc, j'en sais rien du tout. Louni, si tu veux nous faire un retour là-dessus, pourquoi t'es pas resté sur le salon? Est-ce qu'il y a eu des soucis, etc. N'hésite pas à nous faire un retour dans les commentaires de la chaîne de Steve. Mais en tout cas, merci pour ton retour. Il y a Box 4444. C'est pas un 404, là, c'est un Box 4444 qui nous dit, est-ce toujours aussi cool? J'ai maintenant pris l'habitude de vous écouter sur le site de podcast
podcast, donc je pense qu'il doit faire référence à mancast.fr, mais je tiens tout de même à vous encourager ici. Ah, comme quoi, tu vois, les gens vont comprendre que un podcast, c'est d'abord un flux RSS. C'est ça. Merci. Et donc oui, t'imagines que ça veut dire qu'il écoute, d'abord le podcast, et là où malheureusement on ne sait pas nécessairement toujours faire une réaction, un commentaire ou quoi, et puis il vient retrouver ce librement Linux, mais là où il est à même de pouvoir justement commenter. Et il nous fait un petit coucou, et ça, c'est plaisant. J'adore, vraiment. Bon, alors Box 4444, la prochaine étape, c'est de te créer un compte fait divers et de pouvoir poster tes commentaires directement dans mancast.fr, car le moteur est compatible fait divers. Et le dernier, c'est un retour sur le précédent épisode, je crois, c'est ça? Concernant Ubuntu. Tu l'as? Oui, non, c'était parce qu'en fait, le Tux avait parlé effectivement de Ubuntu, la version bêta. Oui. Et je pense qu'il fait référence à ça, en fait, hein. Non, je viens de saluer sur un autre PC Ubuntu. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'on avait échangé entre les snaps, les flats et les packages. Donc, il trouvait qu'il y avait un problème avec les snaps, notamment, qui n'avait vraiment pas l'esprit open source. Mais je crois qu'il rejoint l'esprit du Tux là-dessus. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Très bien. Ben, merci en tout cas, n'hésitez pas à continuer. On va se retrouver... Oui, dis-moi le Tux, je t'écoute. Oui, il y a aussi NL Smart qui se rappelait des bons souvenirs quand on a parlé d'IID, de clés primaires, de clés étrangères. Oui, quand j'ai évoqué le problème sur les bases de données, oui. Donc, alors lui, il nous suit principalement par mon compte Mastodonte. Mastodonte, un petit coucou. Et puis, merci, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire sympa. Voilà. Ouais, tout à fait. Je ne vous le répéterai jamais assez, les poditeurs, mais vraiment, ça prend 30 secondes, mais juste pour nous faire un petit commentaire, mais genre... coucou, mais juste ça, hein, à la limite, pas obligé de nous dire que vous avez aimé, et surtout pas nous dire que vous avez détesté, s'il vous plaît, mais juste le fait de nous dire, juste le fait de nous faire un petit coucou, mais rien que ça, vous n'imaginez pas à quel point ça nous rebooste, c'est un plein d'énergie assuré pour nous dire, on a en tout cas un retour de tous les efforts qu'on fournit, et ça c'est le meilleur, c'est la meilleure gratitude, voilà, c'est tout. Voilà. C'est clair. Bah écoutez, c'est là-dessus que va s'achever cet épisode de Librement Linux. J'ai pas mal de montage à faire, hein, vu qu'en mobilité j'ai pas les jingles et tout ça, donc ça va être un peu compliqué. En tout cas, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Vous voulez bien? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait, je serai là. Je serai là. C'est bon. On reviendra. Ouais, bon, super. Alors, marquez ce rendez-vous sur l'agenda, parce qu'on reviendra au prochain numéro. Allez, bonne semaine à tous, à bientôt. Salut, bye bye. À bientôt. Bye les loulous. Bon, écoute, là ici, je sors de ma Batcave. De toute façon, je suis déjà en Bermuda, en claquettes chaussettes et avec mon cinglé Marcel. Et je me casse à Djerba. Un roux au soleil, belge en plus. Oh mon Dieu. Et la bonne vacances. Ça, c'est là que ça va mal finir, quoi. Minecast.